complètement. Écoutez, merci. Donc, bonjour à tous. Bonjour, déjà, bonjour à toi, Aurélie. Merci d'avoir fait ce boulot ensemble. Donc, Aurélie, peut-être je te laisse te représenter à nouveau. Ouais, complètement. Donc, enchantée tout le monde. Moi, je suis Aurélie Lamillicas, je suis Talent Acquisition Manager chez Assess First. Donc, en gros, j'ai la responsabilité du recrutement. Voilà. Et moi, je suis donc Alexandre Mondel, cofondateur de Cookatui, plateforme de recrutement par cooptation, une plateforme digitale. Et on a beaucoup travaillé ensemble avec Assess First. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est comment la cooptation booste l'approche prédictive du recrutement. Ça, c'est le thème principal. En préambule, donc là, nos petits portraits. En préambule, un état des lieux par rapport notamment au marché suisse. La première chose, la première réalité sur le marché suisse depuis 2010, c'est vraiment le plein emploi, avec un taux de chômage de 3,5% qui continue à baisser jusqu'en 2019 à 2,3%. Cette baisse du taux de chômage, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la population active, mais ça signifie pour les entreprises que le vivier des demandeurs d'emploi est vraiment limité. Ça, c'est une réalité. Bien évidemment, le focus Covid 2019, quel est l'impact? À fin mars 2020, qu'est-ce qu'on voit? Une remontée du chômage à 2,9%. Ça veut dire 130 000 ou 136 000 personnes en Suisse qui sont au chômage selon le SECO. Mais globalement, malgré cet impact, il y a quand même des effets extrêmement de fond qui font que la pénurie va continuer. La première chose, c'est que comparé à ces 136 000 personnes, peut-être même que ça peut doubler je sais pas, à 270 000, mais globalement, on prévoit à horizon 2030 500 000, une pénurie de 500 000 actifs. Le président de l'Union patronale suisse, Valentin Vogt, dit même qu'il va manquer 700 000 travailleurs. Donc on voit que c'est même 3, 4, 5 fois plus que l'impact du Covid. D'autre part, on voit une demande croissante de compétences techniques, l'émergence de nouveaux métiers. Il y a des études qui disent que 50% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Dell dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc il y a une pénurie structurelle de compétences techniques qui vont être demandées par les entreprises. Là, on voit les principaux secteurs qui sont touchés. On en a pour 10 ans à peu près de pénurie structurelle. Et donc, comment faire pour avoir du sourcing pendant cette période-là? Donc, le focus que l'on a par rapport au sourcing, c'est quels sont les différents outils de sourcing en phénomène de pénurie. On voit par rapport à la quantité, à la qualité des candidats, donc la quantité en bas à droite et la qualité en haut à gauche des candidats. Si on prend tous les types de sourcing qui sont possibles, le top, c'est le trio mobilité interne, cooptation directe, partage sur LinkedIn, des annonces. C'est vraiment sur ce trio gagnant qu'on va focaliser la présentation. Pourquoi la cooptation? La cooptation a vraiment des avantages indéniables sur les autres systèmes. La première chose, c'est de détecter les candidats avant les autres. Seuls les amis ou les relations directes savent quand les talents décident de s'ouvrir aux opportunités, le bonus qui a déçu, le manager avec qui on s'entend plus, les changements de politique interne, enfin j'en passe. C'est ça qui fait la clé de la cooptation, c'est la proximité et la détection des talents avant les autres. La deuxième chose, c'est le repérage des candidats passifs. On a une multitude de candidats, de candidats heureux, on va dire, de gens heureux dans leur job, mais 41% déclarent être ouverts aux opportunités professionnelles. Mais ce n'est pas facile d'entrer en contact avec eux parce qu'ils sont heureux. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une personne, un mentor et un intermédiaire qui va justement coopter la personne et nous ouvrir la porte en tant qu'entreprise pour parler à cette personne avec un ciblage sur les envies, les besoins, les motivations. Donc, on ne va pas vers ces personnes par hasard. Ensuite, c'est convaincre en fin de process. Quand les candidats ont plusieurs offres, que plusieurs entreprises les veulent, il faut avoir noué une relation privilégiée avec le candidat pendant tout le process de recrutement. Ce n'est pas facile. Et avec la cooptation, on a vraiment une longueur d'avance parce que le mentor, le coopteur le connaît. On n'a pas contacté le candidat par hasard.
la relation de base est forte et va se renforcer pendant tout le process. Et donc, à la fin, on a plus de chances de l'obtenir, ce candidat. Donc, la cooptation ouvre des portes que les autres outils de sourcing n'ouvrent pas. Enfin, cette cooptation, elle vient s'intégrer justement à l'approche prédictive du recrutement. Alors, comment elle va la booster? Comment le petit logo Assess First plus le petit logo Koukajui vont avoir du succès ensemble et se booster? La première chose, c'est l'ADN commun. Ensemble, on est basé sur la connaissance des soft skills, c'est-à-dire la personnalité, la motivation, les capacités cognitives nécessaires pour le succès dans l'entreprise. Dans l'équipe et dans le poste. Donc, le recrutement prédictif va créer des modèles de sélection des candidats et la cooptation, en fait, avec la cooptation, c'est chaque salarié qui possède naturellement cette connaissance qui va jouer ce rôle de filtre. Le résultat, c'est que avec le même ADN pour le sourcing de candidats et les critères de sélection, en fait, on est en phase totale et le pourcentage de recrutement de candidats cooptés est super élevé. Le deuxième booster, ça va être là, on va dire qu'on peut aller au-delà des communautés naturelles que sont, la première communauté, c'est les employés, on l'a vu. Mais on peut aller au-delà parce que l'ADN de connaissance de l'entreprise, il y a aussi des viviers de talents qu'ils connaissent, il y a aussi les amis de l'entreprise, certains clients, des fournisseurs qui ont un intérêt à voir grandir l'entreprise, qui forment un formidable effet de levier. Donc la cooptation va élargir cet effet de levier. Le troisième booster, c'est qu'on peut maintenant coopter par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on le sait tous, les employés ou les amis partagent les offres d'emploi, mais après, on ne peut pas les récompenser. Donc, l'avantage de Koukachui, d'utiliser Koukachui comme outil de cooptation, c'est que la technologie va reconnaître qui a partagé sur les réseaux sociaux, d'où viennent les candidats des réseaux sociaux, et je vais pouvoir récompenser ces bonnes personnes. Ce qui fait toute la différence puisque ça incite vraiment les communautés à partager sur LinkedIn, sur Slack, sur WhatsApp. Donc, la technologie touche tous les réseaux sociaux. Booster supplémentaire, c'est la mobilité interne en mode push. La cooptation va se baser sur une diffusion en interne de l'information et des postes à chacun des employés. Donc, il y a une action push vers eux. C'est ça qui favorise et fluidifie la mobilité interne parce que les salariés, avant de coopter quelqu'un, bien évidemment, ils vont pouvoir postuler pour eux-mêmes. Donc, la cooptation, c'est agir au quotidien pour faire remonter le maximum de mobilité interne de candidats internes. Enfin, il y a un autre booster, c'est au-delà des soft skills qu'on a vus, qu'on connaît par l'ADN commun, il y a les hard skills et les math skills. Quand on recrute en externe, la cooptation, donc les salariés vont jouer ce rôle de filtre en soft skills, mais ils vont aussi connaître d'autres choses. Les formations, les connaissances techniques, des outils informatiques, des systèmes de production, ça c'est les hard skills. Et aussi, ils vont connaître les math skills. Alors, c'est quoi les math skills? C'est toutes ces compétences loisirs, sportives, culturelles, associatives, d'engagement divers, qui sont appréciés dans les entreprises et dans l'équipe, qui n'appartiennent pas au monde professionnel, mais qui ont un impact fort dans le succès du recrutement et de l'intégration des candidats. Donc la cooptation va même au-delà du seul ADN soft skills. Enfin, ce booster supplémentaire, c'est de faire reculer le turnover. Donc l'utilisation de l'approche prédictive, on la fait reculer en moyenne le turnover de 30%. Quand on met les bonnes personnes au bon endroit, il y a 30% de moins de turnover. Il y a une étude JobVite qui montre que les personnes recrutées par cooptation restent en moyenne plus longtemps dans l'entreprise. Au bout de 3 ans, on a encore la moitié des candidats cooptés qui sont là, contre seulement 15% des candidats qui arrivent par les job boards. Et non seulement les nouvelles recrues restent plus longtemps, mais les salariés qui cooptent restent plus longtemps aussi. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont un lien fort avec l'entreprise, c'est pour ça qu'ils ont coopté leurs amis. Mais justement, leurs amis arrivent, leur réseau rejoint l'entreprise, ça les incite à rester eux-mêmes. Et la cooptation est donc un très bon indicateur de satisfaction des employés. On recommande une entreprise dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se projette. Le dernier booster, c'est que quand on utilise la cooptation et l'approche prédictive, on va booster le nombre de recrutements, le pourcentage de recrutement qui vient de la cooptation. La moyenne, c'est 7%.
c'est assez bas. C'est un outil qui est extrêmement puissant, mais en fait que les gens utilisent peu. Et justement, en couplant la cooptation, notamment avec des systèmes digitaux comme Kukatui, et l'approche prédictive, on peut arriver jusqu'à 40% des recrutements par cooptation. Donc, grâce à ces 7 boosters, on a une approche globale qui est cohérente, et pénurie ou pas, on arrive à recruter, à outsourcer un minimum, parce que les deux systèmes permettent à l'entreprise d'être autonome sur le sourcing et sur la sélection. C'est très important pour une entreprise de maîtriser sa capacité à grandir en interne. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec Aurélie, puisqu'elle elle a un rôle opérationnel dans Assess First. Alors comment Aurélie, toi, tu vois cet effet chez vous? Alors là, je te passe la main. Yes. Je vois pas ma souris, mais je l'ai mis en pause. Alors attends, je vais. Lucie, tu peux l'interrompre ou pas, toi? Comment? Je demandais à Lucie si elle pouvait l'interrompre de son côté. Parce que moi, voilà, ça y est, j'ai Voilà. réussi, je pense. Est-ce que j'ai réussi? Oui, c'est bon. Génial. C'est mon tour normalement. C'est bon, on voit en plein écran? Ouais, moi, je vois en plein écran là. Super, parfait. Du coup, mon rôle à moi, ça va plutôt être de vous expliquer concrètement comment est-ce qu'on a mis en place le principe de cooptation chez Assessfirst, comment on a travaillé dessus, comment on a motivé les équipes, engagé les équipes. Et si vous jamais vous avez des questions sur justement comment faire, vous besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas à poser des questions, hein, il n'y a aucun problème, on pourra y répondre par la suite. Du coup, exactement comme ce que pouvait dire Alexandre à l'instant présent, c'est que vous avez une multitude de candidats, certes pénuriques ou non sur certains profils, mais voilà, c'est bon. Vous avez trouvé votre candidat, c'est génial, vous allez le recruter, c'est super, c'est quelqu'un qui a un cultural et fonctionnel match, il va pouvoir rejoindre vos équipes. Ok, top. Et en fait, qui est mieux placé, honnêtement, pour recruter des personnes qui vont avoir le même fonctionnel et cultural match qu'un collaborateur qui est déjà en phase avec votre mode de fonctionnement. Honnêtement, le collaborateur, c'est quand même un super bon relais pour attirer les bonnes personnes dans votre entreprise. Pour vous donner un petit peu un exemple sur comment ça se passe chez Assessfirst, aujourd'hui, nous, on est à 28% de cooptation sur nos recrutements. Alors en effet, on pourrait atteindre les 40%. On est déjà content de dépasser la moyenne nationale qui est de 7%. Il y a encore beaucoup de progrès à faire et c'est quelque chose qui est quand même assez récent chez nous. Donc on est encore en train de travailler, mettre en place une politique un peu plus élaborée, toujours à communiquer à nos collaborateurs et à travailler dessus. Donc déjà, on est plutôt déjà assez content de ce 28%. Ça est quand même un candidat sur trois qui est recruté via la cooptation. Et donc, ce qu'on a pu comprendre en tout cas et repérer, c'est qu'il y a un certain nombre de règles qu'il faudrait respecter pour avoir un process, en tout cas, de cooptation plutôt efficace. Le premier, c'est d'expliquer à vos collaborateurs. Ça peut paraître assez obvious, assez naturel, mais très souvent dans les entreprises, là où ça bloque, là où en fait la cooptation ne se passe pas, c'est tout simplement parce que les collaborateurs ont zéro information, ne comprennent pas comment ça fonctionne, ne sont pas guidés en fait dans cette démarche. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout simplement que on a pris un moment, tous les lundis, une semaine sur deux, déjà on se rassemble tous pour expliquer les activités passées des 2 semaines et assez régulièrement on fait un point sur comment ça se passe la cooptation chez Assess First. À quoi est-ce que vous avez droit, comment ça fonctionne, par qui il faut passer, quel interlocuteur à qui est-ce que je dois envoyer concrètement, par exemple, le CV ou le profil Assess First d'une personne que je souhaite coopter, histoire qu'ils aient des repères en fait au sein de l'entreprise. Et c'est d'autant plus important dans une entreprise qui est assez grande. Nous, chez Assess First, on a la chance d'être que 60 aujourd'hui. Donc, la communication se fait assez facilement. Les repères sont déjà présents. Ils savent que c'est moi qui vais prendre le relais une fois qu'on on veut présenter un candidat. Mais dans une structure qui est beaucoup plus grande, honnêtement, on n'a absolument aucune idée de qui il faut en parler, en fait. Donc, ça peut être bien déjà de communiquer régulièrement, faire des petits rappels aussi, ça peut servir pour que tout soit très très clair, en tout cas. La deuxième règle, c'est repérer votre serial coopteur. Alors,
Qu'est-ce que c'est? Je pense honnêtement qu'il y en a dans toutes les entreprises. Vous n'en avez peut-être pas conscience, vous ne l'avez peut-être pas repéré, mais je pense qu'il est là. Et pour ne pas le citer, chez nous, il s'appelle Romain. C'est quelqu'un qui a très très bien compris le mécanisme de la cooptation et le pourquoi c'est efficace et le pourquoi il faut participer, puisque sur les 8 derniers mois, il nous a apporté 3 candidats, 3 recrutements même, je dirais. Donc, il participe bien aux 28% en l'occurrence. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez complètement miser. En l'occurrence, vous pouvez continuer à l'alimenter, maintenir une relation particulière avec ce serial coopteur, comme je l'appelle. Mais c'est surtout que lui, il va avoir aussi un impact sur les personnes qui l'entourent. Il va, en général, on a tendance à s'inspirer des comportements qui se passent en interne. Donc, c'est clair qu'il y a des personnes qui disent « Ah, bah, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Romain, il est plutôt efficace en termes de coopteur. Peut-être que je devrais prendre exemple pour lui. » Et je suis sûre qu'il y a des personnes dans mon réseau qui pourraient, en l'occurrence, rejoindre Access First. Donc, il a une bonne influence dans cette dynamique, en tout cas, de cooptation. Et il suffit de le détecter dans votre entreprise. La règle suivante, c'est assez évident également, c'est d'updater votre coopteur. Très souvent, ce qui va pêcher, je dirais, dans certaines entreprises au moment de la cooptation, c'est la perte de communication et de relation avec le coopteur. Alors que c'est hyper important et mettez-vous à sa place. Si jamais vous présentez quelqu'un, bah, vous avez quand même envie de savoir ce qui se passe. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Des fois, il y en a, ils apprennent sur le tas, quelques semaines plus tard, que la cooptation n'a pas fonctionné. C'est hyper dommage parce que vous perdez l'engagement de votre coopteur qui lui, était quand même hyper volontaire dans sa démarche de vous présenter des personnes. Et là, vous venez de le couper dans son élan. Il va perdre son engagement, sa motivation et se dire bon, bah, ça sert à rien en fait. Ce que je présente, en fait, on s'en fout complètement. Donc, c'est important de garder un lien privilégié. Et pour vous faire le lien avec l'outil Cockatouille que nous, on peut utiliser en interne, qui, je pense, est super adapté aux grandes structures. Nous, par exemple, encore une fois, on est 60, donc le lien se fait très facilement sur l'open space. Romain, je le vois de loin, je peux lui expliquer où on en est en termes de process avec le candidat. Je lui envoie un Slack, c'est très, très simple. Mais dans des grandes structures, justement, où il y a peut-être un écart entre les personnes, qu'on les voit très peu régulièrement, je veux dire RH collaborateurs, Cockatouille, par exemple, permet de faire un update automatique. On choisit, en fait, on sélectionne l'étape du process dans laquelle le coopté est et ça envoie tout de suite une notification mail au coopteur. Donc, il est updaté en permanence de ce qui se passe et c'est quand même hyper important pour maintenir l'engagement et espérer qu'il continue à coopter dans la suite. La règle suivante que nous, on a décidé d'appliquer, après, toutes les entreprises ne le font pas forcément, c'est d'appliquer le même process de recrutement pour absolument tous les candidats, qu'ils soient externes, mobilité interne également, mais également cooptés. On ne veut pas faire de traitement de faveur. On trouve que c'est important. Alors oui, il y a un lien spécial qui se fait avec le coopteur qu'on n'a pas forcément avec des personnes en externe, mais c'est important que tout le monde s'aille voiler de la même manière, qu'il n'y ait pas de traitement de faveur et que même pour les collaborateurs qui sont en interne, qui ne se sentent pas défavorisés. Ah oui, d'accord, moi je ne suis pas passée par le même process. Donc Romain, il a présenté quelqu'un, donc c'est plus facile. Non, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un parcours juste et équitable entre tous les candidats. Pour nous, c'est plus une question de justice, on va dire ça comme ça. Donc c'est ce qu'on a décidé en tout cas de mettre en place chez Access First. La prochaine règle qu'on met en place, c'est offrir un reward. Alors ça fait beaucoup de débats. C'est assez compliqué. Tout le monde n'attend pas la même chose. Les entreprises ne sont pas prêtes à investir la même chose non plus. Mais c'est quand même un sens commun. C'est quelque chose qui se fait d'offrir une récompense aux collaborateurs quand ils participent en tout cas à ce process de cooptation et que ça fonctionne en tout cas. Je sais que certaines entreprises, par exemple, font une récompense monétaire au moment où la personne présente un CV. Alors nous, on a décidé de ne pas appliquer ça parce que ça peut très vite partir en déboire et se dire allez hop, je balance du CV, que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Pour moi, vaut mieux miser sur le qualitatif que quantitatif. Je n'ai pas forcément envie qu'on m'inonde de CV qui ne servent à rien. Je préfère qu'on soit plus engagé dans cette démarche. Si tu me proposes un nom, c'est que tu penses que c'est vraiment quelqu'un qui peut fonctionner chez Access First et avec qui tu as envie de travailler en tout cas. Donc, je trouve ça beaucoup plus qualitatif et engagé. Peut y avoir des compensations du coup financières. Peut y avoir des compensations. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont décidé, par exemple, de proposer à leurs collaborateurs
plutôt que de recevoir de l'argent, mais de faire un don à une association. C'est très tendance apparemment. Donc je pense que ça peut être bien aussi de faire votre petite enquête en interne et de vous renseigner un petit peu sur en fait ce que les collaborateurs pourraient attendre en termes de récompense. Tout le monde n'attend clairement pas la même chose. Et ce qui fonctionne de plus en plus en tout cas, c'est la reconnaissance auprès des autres. Et nous, c'est quelque chose qu'on va appliquer chez Assess First. Je vous ai parlé justement de cette petite réunion qui a lieu tous les lundis, une semaine sur deux, et qui vise en fait à parler de l'activité des 2 semaines passées. Chaque équipe en fait va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc, déjà, outre cooptation, ça permet un moment de partage et de fierté aussi, de parler un petit peu des réussites passées. Mais c'est aussi l'occasion pour moi, en tant que représentante de l'équipe recrutement, de faire un update sur les cooptations qui ont fonctionné et de faire un petit applause pour ceux qui ont fait des cooptations réussies. Ça permet de les mettre en avant aussi, de les reconnaître, de les féliciter pour leur démarche. Et ça aussi incite les autres à se dire bah, c'est trop cool, enfin, il a été remercié. Si ça fonctionne pour moi, moi aussi on peut me remercier. C'est une belle marque de reconnaissance, je pense, pour les collaborateurs qui participent en tout cas à l'effort collectif, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, ça peut être aussi bien des dons comme des produits, comme des bons d'achat. Enfin bon, là après, je pense que c'est bien, chaque entreprise a ses règles. C'est à vous de vous renseigner en interne ce qui peut intéresser vos collaborateurs. L'étape suivante qu'on a sélectionnée, du coup, c'est de s'accompagner d'un outil. Pour nous, en tout cas, c'était assez important. Et je vais vous faire une étude de cas assez concrète après qui vous expliquera pourquoi ça fonctionne, en l'occurrence. C'est que très vite, la cooptation, il faut l'avouer, c'est quelque chose qui peut très, très rapidement partir dans les oubliettes. Et c'est pour ça que le taux aujourd'hui de cooptation est seulement de 7%, parce que c'est clairement une étape, un process, quelque chose qu'on a tendance à un peu zapper et à ne pas y penser. Et clairement, Cookatui me permet aujourd'hui d'automatiser certaines choses, de motiver mes collaborateurs sans que j'ai forcément trop d'efforts à fournir de mon côté. Et du coup, il y a toujours cette petite lumière, cette petite ampoule Cookatui et cooptation qui est dans la tête de nos collaborateurs sans que j'ai forcément besoin d'être derrière leurs fesses, entre guillemets, à leur pousser à m'envoyer des profils. Ça me permet que ce soit toujours là, en fait. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret de comment ça fonctionne. En l'occurrence, je vais vous parler de Vilena, qui est une collaboratrice qu'on a recrutée assez récemment. Pour vous expliquer, on recrutait une personne sur du sales pour le marché russe. Donc quelqu'un qui non seulement maîtrise évidemment parfaitement le russe, mais qui évidemment peut aussi parler en interne avec nous, donc que ce soit anglais ou français par exemple. Je ne vous explique pas la complexité pour trouver ce type de profil, je pense que vous imaginez. Soit il fallait que je trouve quelqu'un qui est en Russie, qui parle un peu français, qui peut venir en France, soit quelqu'un qui est déjà en France et qui parle russe, mais qui évidemment est en phase avec la culture d'entreprise Assess First. Enfin bon, en termes de chasse, c'est assez compliqué, ça demande un volume monstrueux, et honnêtement, on pédalait un peu dans la semoule, je préfère vous le dire. Et du coup, et c'est là qu'en fait, on a réalisé qu'il fallait peut-être utiliser Cookatui. Comme Alexandre vous l'a expliqué, ça permet de diffuser en fait des annonces à vos collaborateurs qui ensuite, eux, peuvent les diffuser sur les réseaux. Et là, j'ai réalisé qu'on avait Katia en interne qui actuellement travaille aussi sur le marché russe. Et Katia, évidemment, qu'elle a son réseau russe. Alors peut-être que ça ne nous vient pas spontanément des noms en tête. Quand on me dit est-ce que tu as quelqu'un à me coopter, clairement, on n'a pas forcément un réflexe de se dire ah bah oui, carrément, je connais cette personne, elle serait géniale. Très souvent, c'est j'en ai aucune idée. Et c'était un peu le cas de Katia. Katia, elle avait absolument aucune idée. Alors oui, elle avait un gros réseau russe, mais elle avait absolument aucune idée de qui elle pouvait me conseiller et qui pourrait matcher avec nous. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est que je lui ai diffusé l'annonce sur Cookatui, qu'elle a pu ensuite diffuser à son réseau russe sur LinkedIn. Et je trouve que c'est comme ça que Vilena en fait, a atterri dans notre pipe Cookatui via l'intermédiaire de Katia. Et il se trouve que ça a fonctionné, ça a marché. Et très sincèrement, je ne pense pas que j'aurais pu trouver quelqu'un comme Vilena si je n'avais pas eu l'intermédiaire de Cookatui parce que Katia aurait peut-être pas tout simplement pensé, parce que c'était une connaissance d'une connaissance. Et Katia aurait certainement peut-être pas pensé à me coopter Vilena directement et spontanément. Donc ça nous a permis de faire un recrutement efficace via la plateforme et j'en suis très contente parce que j'espère ne plus avoir à travailler tout de suite sur des profils russes. Donc voilà.
il y a peut-être une question qu'il faut se poser. Donc, moi, je suis plutôt contente de notre pourcentage de cooptation aujourd'hui en interne. Mais si vous, de votre côté, vous vous posez la question de pourquoi est-ce que j'ai un pourcentage bas, la première chose à faire peut-être, c'est de mener une enquête en interne. Si votre pourcentage de cooptation est bas, ça peut être lié à la communication, à la clarté de l'information. Ça peut être lié, comme je vous disais, au reward qui est offert. Mais ça peut être aussi lié à le niveau d'ambassadorship, comme on peut l'appeler ça. Et ça représente en gros la fierté et l'engagement des collaborateurs en interne. Est-ce que vos collaborateurs déjà sont assez fiers du produit, des valeurs, etc., pour être de bons ambassadeurs et attirer les bonnes personnes? Donc, ça peut être intéressant de vous intéresser à cet indicateur-là. Si vos collaborateurs ont du mal à visualiser vos valeurs et ne comprennent pas trop la mission de la boîte, ça peut expliquer qu'ils n'aient peut-être pas envie d'attirer tout de suite, dans ce contexte-là, des personnes de leur réseau en interne. Peut-être qu'il faut déjà clarifier vos valeurs, la mission de la boîte, le mode de fonctionnement du process de cooptation, pour qu'ensuite, en fait, ça se fasse assez naturellement. Romain, par exemple, j'ai pas eu besoin du tout d'être derrière lui pour lui demander des personnes à coopter. Ça s'est fait extrêmement naturellement. C'est quelqu'un qui est hyper engagé dans la boîte, qui se réfère vachement, qui est très en phase en tout cas avec les valeurs. Donc pour lui, c'est naturel en fait de me présenter des personnes à coopter. Et aujourd'hui, la cooptation fonctionne super bien parce que non seulement on est à 28%, mais c'est surtout que je pense que 90% des CV qui me sont transmis aboutissent par un recrutement. Donc j'ai très très peu de pertes au final, alors que quand je vois des job boards, des fois je peux avoir 150 candidatures et je n'en ai pas un seul qui va matcher. Donc c'est clair que la cooptation est beaucoup plus fiable, ça me fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent à la boîte, donc il faut le développer à fond. Donc si je résume un petit peu les petites étapes par lesquelles il faut passer pour booster un petit peu votre process de cooptation, la communication en interne, évidemment, c'est hyper important. Repérer votre serial coopteur qui doit exister. Il y en a un, forcément, à un moment donné. Updater en permanence, communiquer non seulement en interne, mais aussi avec votre coopteur en permanence. Proposer le même process de recrutement pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est strictement personnel à Assess First, mais que je conseille quand même. L'idée, c'est pas d'avoir des inégalités et de l'injustice. Offrir une récompense adaptée et de la reconnaissance. J'aurais même dû le préciser, reconnaissance, c'est quand même hyper important aussi. Et moi, je conseillerais toujours de s'accompagner d'un outil pour fluidifier un peu les choses et automatiser un certain nombre d'étapes, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire sur le process de cooptation chez Assess First. Est-ce que certaines personnes ont des questions, ont besoin d'informations complémentaires sur ce qui a pu être dit ? Ou pas du tout, ou peut-être pas. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis leur micro ou est-ce qu'il C'est à y l'écrit a en des général. questions écrites? C'est des questions écrites en général. Alors si, j'ai une petite question. On me demande, en gros, je suis à 28% aujourd'hui. Comment est-ce que je fais pour atteindre les 40%? Très, très bonne question. Qu'est-ce qui va me manquer aujourd'hui pour augmenter ce chiffre? Moi, Je pense... un premier élément de réponse. C'est que Vas-y. toi, tu as fait le focus sur, par exemple, le sales russe, qui est hyper dur à trouver. Et en fait, il faut éviter, nous, Kukachui, on a tendance à dire qu'il faut éviter à envoyer que des postes durs à trouver aux coopteurs, parce qu'en fait, même sur les postes faciles, bah, finalement, la cooptation, bien évidemment, elle est un peu plus facile, et la qualité des candidats reçus va être hyper efficace. Donc, en fait, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Par facilité, des fois, on se dit, ah, je vais passer une petite annonce, ou bon, bah, on reçoit 150 CV. Par cooptation, ce poste facile, en fait, il est hyper fluide. Les gens vont envoyer 5-10 CV et finalement, on va recruter. Donc, pour passer à 40%, déjà, le fait d'envoyer des jobs un peu faciles, en fait, faut que ça soit un peu la première étape de tout recrutement, c'est de faire circuler l'info et d'essayer d'avoir de la cooptation. Ça, c'est un C'est vrai que c'est mon réflexe d'utiliser Kukachui plutôt sur des postes qui sont assez complexes, alors qu'en fait, j'aurais certainement des cooptations extrêmement pertinentes sur des jobs qui sont plus simples, mais que je considère aujourd'hui, dans ma tête, je me dis, bon, je peux le trouver toute seule.
Mhm. Alors qu'en fait, ça serait intelligent de faire appel aussi aux collaborateurs pour ces jobs-là, clairement. Voilà. La deuxième chose, c'est que sur Cookatui, on a un bouton qui est envoyer un message à ma communauté. Et en fait, c'est un bouton qui permet de relancer un peu la machine régulièrement. Donc, c'est hyper facile pour l'utilisateur de Cookatui, le DRH ou le RH, d'envoyer un petit message en disant en ce moment, on a plutôt besoin sur tel poste ou merci, tu parlais de mettre en avant les gens qui envoient de la cooptation. Des fois, on fait un petit point mensuel ou où on fait en interne Mhm. diffuser la récompense qu'on a envoyée par exemple à Romain en disant ben voilà Romain il a passé un super dîner avec des amis, c'était le reward et faire une petite photo. Donc en fait faire vivre la communauté, continuer à l'engager avec des tips comme ça automatisés sur Cookatui, Mhm. ça maintient l'engagement sur la durée. Et justement, il y a quelqu'un qui demande comment faire pour utiliser Kukatui et Access First en même temps. Alors, on a un lien là qui arrive bah, d'ailleurs aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où sur Cookatui, on met le statut d'un candidat en cours, automatiquement, pour les clients Assess First, bien évidemment, Cookatui envoie une invitation au candidat pour passer l'assessment Assess First, le questionnaire de recrutement Ça prédictif. fait gagner du temps, ça. Voilà, ça automatise, ça fluidifie le process. Donc en tant que RH, voilà, on change un petit statut et boum, le lien est automatique. Parfait. Autre question de Mathilde. Comment fait-on quand nos collaborateurs ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, exemple développeurs? Alors ça a été une problématique que j'ai rencontrée. Nos développeurs, pour une partie, sont arrivés chez Salesforce, n'avaient pas de compte LinkedIn non plus. Alors déjà, rien qu'en termes de visibilité, on leur a demandé de créer un compte LinkedIn. Alors certes, ils n'avaient pas beaucoup de réseaux, mais en fait, si je ne me trompe pas, Alexandre, et tu me dis si c'est bien le cas, tu peux ajouter en fait un pool de personnes dans Cookatui et après, ça peut fonctionner par mail aussi. Tu peux leur envoyer des push mails, pas forcément via Complètement. LinkedIn. Alors, l'impact des réseaux sociaux, il est intéressant. Pour moi, c'est l'étape 2 de la cooptation. C'est quand on n'a pas d'idée. On le voit par exemple sur les compétences informatiques. Effectivement, il y a certaines entreprises qui ont un petit peu du mal, mais on voit que beaucoup de sociétés de services informatiques qui ont des consultants et qui ont pas mal de freelance vont jusqu'à 40% de leur recrutement par cooptation. Donc ça fonctionne même sur ces communautés. Après, ce qu'il faut, à mon avis, c'est déjà, on va dire, envoyer un petit peu plus de push et trouver, avec un échange avec eux, trouver la récompense qui peut les intéresser. Donc ce dialogue. Ensuite, je pense que c'est surtout, même s'ils vont pas sur les réseaux sociaux, ils ont des amis qui tout d'un coup perdent leur job ou se mettent en freelance. Ils ont une compétence technique qui est extrêmement, on va dire, utile et on arrive à aller jusqu'à 40%. Alors, il faut les éduquer petit à petit à utiliser la cooptation. C'est peut-être pas aussi un réflexe naturel, c'est de dire que ça va les aider aussi, ça aide l'entreprise. Donc c'est un petit travail de fond, je dirais entre guillemets, d'éducation. Mais ça Clairement, fonctionne. La ce que preuve, c'est que j'ai ça fait, fonctionne. ce que j'ai fait au tout début, et c'est quelque chose que je dois continuer à développer, c'est que j'ai pris certains de mes développeurs, je leur ai dit, OK, on va passer 20 minutes ensemble, on va s'asseoir et on va faire en gros un mind mapper de votre réseau. Et je veux qu'à la fin de ces 20 minutes, on ressorte avec au minimum 20 noms de développeurs. Alors certes, qui n'auront peut-être pas, tu penses, la possibilité de travailler avec nous, mais je veux des noms pour qu'on puisse continuer à développer ce réseau. Et quand on a 15 développeurs en interne, c'est comme ça aussi qu'on permet d'alimenter. Et alors, Exactement. j'ai pas Et fait avec tout ça, le monde encore, mais le fait d'avoir une première communauté, par exemple, qui sont les employés, mais d'avoir une deuxième communauté qui sont le vivier de talent. Donc ça veut dire que dès qu'on croise un développeur, que ce soit coopté ou pas, on l'invite dans le vivier de talent et ce candidat va recevoir, comme tous les autres, les jobs et vont pouvoir soit postuler, soit eux-mêmes coopter. Donc en fait, il faut se créer des communautés, des fois par thème, peut-être au début, ou une communauté
mais ne pas hésiter à mettre aussi les viviers de talent parce que c'est souvent eux qui vont être la deuxième étape naturelle pour que la cooptation vraiment soit volumique. Mhm, tout à fait. Et du coup, Nathalie me demande, vous avez cité les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Recommanderiez-vous d'autres réseaux? Euh, Il me semble qu'on diffuse certains de nos jobs sur Instagram. On a une page Instagram. C'est un très bon endroit pour en tout cas, entrer en communication avec des candidats. Euh, et on a pas mal de monde qui peut suivre aujourd'hui notre page Instagram. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé à Facebook ou d'autres trucs. En tout cas, on l'utilise pas. Nous, les deux pages qu'on peut utiliser aujourd'hui pour diffuser des jobs ou quoi, ça va être Instagram et d'autres contenus évidemment et LinkedIn. Voilà, moi je dirais que quand on envoie une annonce à une communauté, cette annonce elle a un petit code URL et ce lien en fait très facilement on peut le copier et l'envoyer sur toutes les messageries. Donc on parlait de l'IT par exemple, les gens ils sont quand même très messagerie, ils sont très WhatsApp, donc on peut très facilement envoyer les jobs sur WhatsApp, on peut très facilement les copier-coller dans les Slack. Donc après, c'est surtout, je dirais, les messageries qui sont des vecteurs de communication entre les gens. C'est ces messageries qu'il faut utiliser, donc en disant copier les liens, envoyer, et le fait qu'on puisse récompenser parce qu'on trace, on sait qui a partagé l'annonce, c'est vraiment un effet de levier. Parce que d'habitude, on le dit, on dit partager, partager, mais en fait, c'est pour aider la bonne cause après, on ne sait pas quand on reçoit les candidats d'où ils viennent. Et justement, avec un système de traçabilité, on dit aux gens, faites-le parce que vous serez récompensé. Donc, Mm. moi, par exemple, j'ai sur des cas de cabinets de recrutement qui utilisent Cookatry, donc eux, ils ont que leur vivier de talent. Et ben, le fait de pouvoir récompenser les gens qui partagent, c'est un énorme effet de levier et ça engage. Ça permet que les gens vraiment partagent au-delà du simple engagement, ils ont un intérêt. Mm. On a une autre question. Qu'est-ce que vous appelez recrutement prédictif? Comment peut-on prédire la réussite d'un recrutement avec Assess First? Petite question. Allez, petite réponse salesperson alors que je suis une RH. L'idée, c'est que chaque candidat aujourd'hui a des talents naturels et des compétences sur lesquelles il va être plus à l'aise et qu'il pourrait développer sur le bon job. Il n'y a pas de mauvais profil en fait, il y a juste la bonne personne au bon endroit. Et Assess First aujourd'hui, au travers des différents questionnaires qu'on a, permet en fait de détecter ces talents naturels, ces drivers. Et du coup, on est capable de dire sur quel type d'opportunité, quel type de job, quel type de culture il va pouvoir non seulement être performant, mais aussi s'épanouir. Voilà un petit peu pourquoi on appelle ça le recrutement prédictif. J'espère que ça répond à la question. C'est très succinct, mais c'était direct. J'ai aussi une question, c'est quel est le niveau de protection des données concernant le candidat lorsqu'on update le coopteur? Alors, l'update du coopteur, c'est surtout sur les grandes étapes du process de recrutement. Donc, en fait, c'est hyper, on va dire, c'est hyper succinct. Ah oui, c'est pour Euh, dire, voilà, il passe à l'étape suivante, ça s'est bien passé, ce genre de choses. voilà. Et on a plusieurs étapes qui sont quand on accepte la cooptation. Donc, on dit, on valide que le candidat va vraiment rentrer dans le process. On a aussi un statut qui est en cours. Donc, ça veut dire qu'on va commencer le process d'interview. Et après, on reste en cours jusqu'à la partie recrutée. On ne va pas dire étape 1, étape 2, étape 3. Je parle dans le système Kukachui, hein, quand on veut en rester, quand on veut rester très, on va dire, léger et confidentiel. Et après, parce que l'objectif, c'est de voir que ça bouge, mais voilà, de maintenir un fort degré de confidentialité. Ça, c'est dans le système. Après, toi, peut-être en interne, tu vas un petit peu plus loin. Oui, en interne, j'ai plus un. Quand Romain me demande, bah alors, ça se passe comment avec Marine? Je fais, bah écoute, son dernier entretien hier s'est bien passé, elle va passer à l'étape suivante, je te tiens au courant. C'est histoire qu'il ait les informations et qu'il soit pas dans le flou, quoi. Et on a encore une autre question. Sur quel réseau se trouvent les programmeurs? Comment peut-on les engager? Ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait un petit peu plus tôt.
les programmeurs, développeurs, alors vous en avez quand même une grosse sélection sur LinkedIn, même s'ils ne sont pas tous. Après GitHub, si vous voulez faire du sourcing, évidemment, là, vous avez la masse de candidats. Comment les engager? Moi, aujourd'hui, mes développeurs ne sont pas particulièrement engagés dans la cooptation et je pense qu'il y a différentes raisons. C'est que, un, ils ont la flemme. Donc, il faut que j'aille les voir pour essayer de les booster un peu, moi, personnellement. Je pense qu'ils sont dans le jus, ils sont dans leur boulot, ils ne pensent clairement pas à ça. Et peut-être qu'en deuxième, peut-être que le reward aujourd'hui qui est offert aux développeurs ne les motive pas particulièrement. Peut-être que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, même si les développeurs font partie d'Assess First, ils sont des humains, ils ont peut-être des attentes qui sont différentes. Donc, peut-être que c'est quelque chose à réfléchir pour essayer de les engager davantage. Là, on voit une question. Ce webinaire est orienté marché suisse. Quel est aujourd'hui votre taux de pénétration sur ce marché? Alors, déjà, Cook-A-Tree et moi-même, je suis basé à Genève. Donc, on a une antenne physique à Genève. Sur le marché suisse, on a deux types de clientèle. Ça va être des cabinets de recrutement et des entreprises. On a de la start-up, de la PME, du grand groupe. C'est clair que on est au début de l'histoire, donc on a, on va dire, 5-6 clients vraiment clés sur le marché suisse. On est en phase de développement, mais ça se passe bien, les retours sont bons. Vraiment, on a lancé Cook-A-Tree, je dirais fin 2019. Donc, même pendant la période Covid, et d'ailleurs, je fais un parallèle avec la période Covid, c'est que le fait de coopter, ça crée du lien, et notamment sur le marché suisse, comme c'est un petit marché, le bouche à oreille, ça fonctionne bien. Donc, on a un taux de pénétration qui est en croissance. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pour Assess First, honnêtement, malheureusement, je suis RH, je suis pas sales, donc j'ai très peu d'informations, surtout que c'est assez récent. Nous aussi, c'est le début de l'histoire pour Assess First en Suisse, même si ça fait un moment du coup qu'on travaille avec toi, Alexandre. Je sais qu'on a certains clients, mais je suis trop peu informée sur le sujet. Alors, sur le marché suisse, sur la partie Assess First, on est quand même déjà bien plus avancé, puisqu'on a quand même des clients clés qui sont connus. Par exemple, le HUG qui utilise Assess First, des sociétés dans la pharma, il y a des banques. Comme par exemple la banque Piguet, il y a des EMS qui utilisent Assess First, il y a des cabinets de recrutement dont un grand cabinet qui s'appelle Interiman, qui a beaucoup de licences. Donc le marché suisse est en croissance. On a des associations parapubliques qui utilisent. On a dernièrement aussi dans tout ce qui est chimie. Donc là, on est très présent en fait. Oui. Côté Assess First, je dirais ça fait 3 ans qu'on va sur le salon RH avec succès. Et en gros, je dirais qu'on a au moins une 60aine d'utilisateurs actifs d'Assess First. Donc le marché suisse, c'est un marché qui déjà avec une bonne empreinte. Et en plus, on est 2 personnes maintenant. Enfin, il y a une personne à temps plein chez Assess First, plus 2 partenaires externes, dont moi, qui développons. Donc, oui, là, il y a plutôt une très très bonne dynamique sur le recrutement prédictif. Il y a 3 ans, c'était une thématique qui était assez avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est complètement dans les mœurs. Enfin, on voit la Suisse s'est adaptée très vite à cette idée et l'utilise naturellement. Ça fait partie des outils digitaux principaux qui ont été mis en place. Super. Parfait. Bon, écoutez, est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Ça a l'air, on n'a pas d'autres questions à l'heure actuelle. Ah, on a un merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire. On espère vous revoir la prochaine fois qu'on en organise un. Et merci encore et très très belle journée. Merci à tous. Passez une excellente journée. Merci Aurélie. Merci à toi. Merci à tous les spectateurs. À très bientôt.